Bonjour mes chers élèves, je vais continuer la correction de l'examen national 2019 session de rattrapage. On s'est arrêté dans le premier exercice, c'est la chimie. Deuxièmement, étude de la réaction entre les ions hydrogénocarbonates et l'acide acétylsalicylique. L'équation de la réaction chimique entre les ions HCO3- et l'acide acétylsalicylique C9H8O4 plus HCO3- donne C9H7O4- plus CO2, c'est un gaz, plus H2O liquide. Afin de suivre l'évolution de cette réaction, on introduit dans un ballon un volume V qui est égal à 10 ml d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium, Na+, plus HCO3-, dont la concentration initiale effective des ions hydrogénocarbonate qui est égale à 0,5 mol par litre. Puis à un instant choisi comme origine des dates, T égale à 0, on ajoute à la solution une quantité d'acide acétylsalicylique de masse M égale 0,5 g. On considère que le volume du mélange réactionnel reste constant, V égale 10 ml. La courbe de la figure ci-dessous représente l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction X. Première question, montrer que les quantités de matière initiale des réactifs sont. Donc on est censé, dans cette première question, de montrer que on montre que la quantité de matière initiale d'acide acétylsalicylique égale à 2,8 millimoles. Et de même pour la quantité de matière initiale d'hydrogénocarbonate HCO3- qui est égale à 5 millimoles. Donc, premièrement, je vais commencer par la quantité de matière initiale d'acide acétylsalicylique, C9H8O4, qui est égal à la masse de cet acide divisé par la masse molaire. Donc, d'après les données, on a la masse égale à 0,5 g. Et pour la masse molaire, je cherche la masse molaire dans l'énoncé. Donc, la masse molaire de l'acide acétylsalicylique, c'est 180 g par mol. Donc, je vais remplacer par 180, C9H8O4. Et finalement, l'application numérique égale, je vais vérifier, c'est 2,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Et je vais convertir en millimoles, donc je vais multiplier par 10 à la puissance 3, qui va donner une valeur de N0 égale à 2,8 millimoles. Je passe maintenant à la quantité de matière de l'hydrogénocarbonate. Donc voilà, j'ai fait la première. Je passe maintenant à la deuxième. La quantité de matière d'hydrogénocarbonate, HCO3- égale à C0 fois V. C'est une quantité de matière initiale, donc c'est concentration initiale. Je vais remplacer donc la concentration dans l'énoncé, on a trouvé 0,5. Et pour le volume, c'est 10 ml. Donc c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3. Je convertis en litres. Et finalement, j'aurai quoi? J'aurai 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Je vais convertir en millimoles. Donc, il devient 0 de HCO3-, il devient 5 millimoles. Voilà la première question. Je passe maintenant à la deuxième question. Dresser le tableau descriptif d'avancement de la réaction. Le tableau d'avancement de la réaction. La première des choses, il faut poser l'équation de la réaction.
Donc, je vais dresser le tableau. Donc, on a d'après les données, on a C9, H8, O4, plus HC3-, qui donne C9, H8, ou bien H7, plus CO2 gaz, plus H2O liquide. On prend 3 états de la réaction. Donc c'est à t égale à 0, à t différent de 0 et à t final. 0, x, x max. Donc pour le cas de l'eau, c'est toujours en excès. Donc, je commence. Donc pour les produits, c'est 0, 0. Pour cela, on a quoi? On a la quantité de matière initiale déjà trouvée, c'est 2,8 millimoles. Je vais la convertir en moles, donc c'est 10-3. Et pour l'hydrogénocarbonate, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3. Il devient au cours de la réaction, c'est 2,8 fois 10 à la puissance moins 3 moins x. 5 fois 10 moins 3 moins x. Et ici, c'est 2,8 10 moins 3 fois moins x max. Et ici, c'est 5 fois 10 moins 3 moins x max. Là, on a x, x, et de même, x max, x max. Et voilà le tableau d'avancement. Je pars maintenant à la troisième question. Trouver la valeur de l'avancement maximal x max. Troisième question. On cherche x max. Et pour cela, on va faire des hypothèses. Je suppose que ce réactif est limitant et donc la quantité de matière finale égale à 0. Et de même, je suppose que ce réactif-là égale à 0. Et je vais déduire x max. Donc, je suppose que l'acide salicylique C9H8O4 réactif limitant et donc 2,8 fois 10 moins 3 moins x max égale à 0. Je vais la noter x max 1. Et donc, c'est quoi x max 1? Égale à 2,8 fois 10 moins 3 moles. De même, je suppose que HCO3 moins, c'est l'hydrogénocarbonate, est un réactif limitant. Et donc, je pose 5 fois 10 moins 3 moins x max. Je vais la noter 2 qui est égale à 0. Donc x max 2 égale à quoi? Donc elle est égale à 5 fois 10 moins 3 moles. Je vais comparer les deux valeurs et je constate que x max 1 est inférieur à x max 2. X max 1 inférieur à x max. Et donc, la valeur de x max est celle, la petite. Donc, on prend toujours la valeur petite. Donc, c'est x max 1. Et finalement, je pose x max égale à la valeur minimale qui est égale à x max 1 qui est égale à 2,8 fois 10 à la puissance moins 3 moles.
Et voilà la valeur de X max. Et par conséquent, c'est l'acide qui est réactif limitant. Cet acide qui va jouer le rôle d'un réactif limitant. Et maintenant, je passe à la question numéro 4. Calculer la vitesse volumique de la réaction en mol par litre par seconde à l'instant t égale à 100 secondes. Quatrième question. La vitesse volumique. À l'instant t égale à 100 secondes. Et pour cela, je pose la formule pour chercher la vitesse à cet instant. Elle est égale à quoi? Donc, elle est égale en rapport par le volume total fois d de x divisé par d de t. Je vais chercher ce rapport à l'aide de quoi? C'est à l'aide du graphe. Donc, en premier temps, je vais poser le volume total. C'est déjà dans les données qui est égal à 10 millilitres. Et pour ce rapport, je vais utiliser le graphe. Donc, on passe maintenant au graphe. Pour 100 secondes, je vais faire la tangente à cet instant. Et voilà la tangente, elle est déjà dessinée. Et par cette tangente, je vais chercher deux valeurs. Par exemple, je vais prendre cette valeur, ou bien ce point-là, et je vais prendre ce point-là. Je vais prendre deux points, ce point et ce point. Pour ce point, le x égale à quoi? Donc, il est égal à 1,75. Et le temps égale à 100. Et pour ce point-là, le x égale à 0,75. Et le temps égale à 0. Et voilà, je vais poser les deux. Donc, le v égale 1v sur 10 fois 10 moins 3. Le premier point, c'est 1,75 moins 0,75. Et ici, j'ai 100. Et ici, j'ai 0. À ne pas oublier que dans le graphe, on a millimoles. Et donc, il faut qu'on convertisse la valeur prise par les ordonnées. Donc, je vais convertir en 10 moins 3. Et finalement, donc je peux simplifier là par 10 moins 3, 10 moins 3. J'aurai quoi? Donc, j'aurai 1,75 moins, donc égal à 1 en haut. Et en bas, j'aurai 100 fois 10. C'est 10 à la puissance 3. Et qui est égal à 10 moins 3. Donc, finalement, je pose la valeur finale du vitesse volumique qui est égal à 10 moins 3 mol par litre par seconde. Et voilà la valeur finale. Maintenant, je passe à la cinquième question. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction T1 demi. Cinquième question. Le temps de demi-réaction T1 demi. De demi-réaction. Donc, ce temps, il est toujours correspond à la moitié de la valeur de x max. Donc, je pose T1 demi, il correspond toujours à la moitié de x max. À la moitié de x max. Et donc,
sachant bien que x max est égal à 2,8 fois 10 en puissance moins 3. Donc, je vais remplacer par 2,8 fois 10 puissance moins 3 divisé par 2 égale à quoi? C'est 1,4. Et je vais convertir cette valeur en millimoles. Donc, il devient 1,4 millimoles. Et donc, on cherche le temps de demi-réaction qui correspond à cette valeur de 1,4. Donc, d'après le graphe, on va chercher cette T1,5. Donc, 1,4, donc, c'est là. Donc, j'aurai 1,4 ici, donc 1,5, et là, je vais 1,4. Je projette sur le graphe, et j'aurai quoi? J'aurai cette valeur qui est presque égale à 70. Elle est presque égale à 70. Donc, finalement, T1,5 égale à 70 secondes. Et voilà, j'ai terminé l'exercice de la chimie. Je pars maintenant à l'exercice numéro 2. C'est celui des ondes. Voilà. Étude de la diffraction de la lumière. La diffraction de la lumière met en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière, de nombreuses applications dans les domaines tels que l'industrie. Les nouvelles technologies sont basées sur ce phénomène. Cet exercice se propose de déterminer la longueur d'onde d'une radiation émise par une source laser. Une source laser émet une radiation rouge de longueur d'onde lambda R vers une fente horizontale de largeur A égale à 0,3 mm. On observe sur un écran situé à une distance D égale à 2 mètres de la fente des taches lumineuses réparties sur une ligne verticale. La tache centrale a une largeur LR égale à 8,5 mm. Voilà le schéma. Donc, première question, on propose 4 expressions pour la longueur d'onde lambda d'une onde lumineuse diffractée. Choisir, en se basant sur une analyse dimensionnelle, l'expression juste. Donc, on a 4 propositions. On est censé de trouver la valeur juste, ou bien l'expression juste, à l'aide de l'analyse dimensionnelle. C'est l'exercice numéro 2 des ondes. Et première question. Donc je vais écrire la première expression lambda qui est égale à A fois L fois D divisé par 2. Sachant que la dimension de lambda, elle est toujours en L. Et pour la largeur de la fente, elle est en L, sa dimension. La largeur de la tache centrale aussi en longueur. Et la distance elle est aussi en longueur. Divisé par 1. Donc 2, il n'y a pas d'unité. Et donc au total, j'aurai quoi? J'aurai N à la puissance de 3. Donc, ce n'est pas convenable à lambda. Pour cela, cette première proposition n'est pas juste. Je passe maintenant à la deuxième proposition. Lambda égale à A fois L divisé par 2D. Par analyse dimensionnelle, la dimension de la tache, de la largeur de la fente, c'est la longueur L fois la longueur L. Et on divise par la distance D, elle est toujours sa dimension en longueur L. Je vais diviser là et là. Et j'aurai finalement lambda en dimension de longueur
L. Et donc, l'expression juste, c'est la deuxième. Donc, c'est la deuxième expression qui est juste. Et qui est égale à quoi? Je vais écrire l'équation, l'expression juste, c'est lambda qui est égal à A fois L divisé par 2D. Et voici l'expression juste. Je passe maintenant à la question numéro 2. Recopier le numéro de la question et répondre par vrai ou faux. Les facteurs intervenant dans la diffraction d'une radiation varient ainsi. De 1, l'écart angulaire θ augmente si la longueur d'onde lambda de la radiation émise augmente. De 1, ils ont dit que l'écart angulaire θ augmente si la longueur d'onde lambda de la radiation émise augmente. Donc, pour faciliter les choses, je vais poser l'expression de l'écart angulaire θ qui est égal à lambda divisé par A. Ils ont dit que l'écart angulaire augmente quand la longueur de l'onde augmente. Donc, on constate que les deux paramètres sont proportionnels. Lorsque θ augmente, lambda augmente. Et donc, cette phrase est juste. Donc, je vais écrire vrai. Je passe à 2,2. La largeur L de la tâche centrale est proportionnelle à la largeur A de la fente. La largeur L de la tâche centrale est proportionnelle à la largeur A de la fente. Donc, pour voir est-ce que cette phrase est juste ou non, je vais poser l'expression. Donc, je vais utiliser cette expression. Donc, lambda égale à A fois L divisé par 2D. On va comparer deux paramètres. On a la tâche centrale L et la largeur A. Donc, je vais écrire une expression entre lambda et A. Donc, lambda égale à quoi? Ou bien, voilà, donc la largeur L, voilà, et A. Donc, je vais écrire une expression entre la largeur de la tâche centrale L et A. Donc, L égale à quoi? Donc, L égale à 2 fois D fois lambda divisé par A. Voilà une expression qui relie la tâche centrale L et la largeur de la fente. Et on constate que la largeur de la tâche centrale et la largeur de la fente sont les deux inversement proportionnels. Et n'est pas proportionnels. Ils sont inversement proportionnels. C'est-à-dire lorsque lambda augmente, ou bien L augmente, la largeur de la tâche centrale diminue. Donc, ils sont inversement proportionnels. Donc, cette proposition n'est pas vraie, mais elle est fausse. Donc, c'est faux. Ils ne sont pas proportionnels. Maintenant, je passe à la question numéro 3. Déterminer la longueur d'onde lambda R de la radiation émise par cette source laser. Troisième question. On cherche la longueur d'onde de cette radiation rouge émise. Je vais poser cette expression. J'aurai quoi? J'aurai lambda R égale à A fois L divisé par 2D. Donc, les paramètres D et A, ce sont des constantes, mais la tâche centrale, elle est toujours proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, il devient L de R. Donc, je vais faire l'application numérique. Il devient, donc, la largeur de la fente A égale à 0,3 mm. Donc, 0,3 fois 10 à la puissance moins 3, je vais convertir en mètres, fois
la largeur de la tâche centrale qui est égale à 8,5 mm, c'est fois 10 à la puissance moins 3, et je divise par 2 fois la distance D qui est égale à 2 mètres. Voilà, c'est 2 mètres. Finalement, la valeur de lambda vaut 637,5. 637,5. Sachant que cette valeur, on va la trouver en mètres, mais on va la convertir en nanomètres. Et voilà, je passe maintenant à la question 4. On remplace la source de radiation rouge par une source de radiation bleue ayant une longueur d'onde lambda p égale à 450 nanomètres. Comparez les largeurs LR et LP des deux tâches centrales obtenues successivement avec les radiations rouges et bleues. Donc de cette question 4, on va comparer les largeurs. On compare la largeur rouge et la largeur du rayon bleu. Pour cela, je vais utiliser cette même expression pour les deux largeurs. Et j'aurai quoi? J'aurai lambda du rouge, ou bien lambda rouge qui est égal à A fois, bien pardon, je vais utiliser pas cette expression, mais cette expression, pardon, donc égal à 2 fois T fois lambda et je divise par A. De même, lambda pour le bleu égale à 2 fois D fois lambda, je divise par A. Donc, la largeur de la tâche centrale du rouge égale à 2 fois D fois lambda du rouge, divisé par la largeur de la fente, et la largeur de la tâche centrale du rayon bleu égale à 2 fois D fois la longueur d'onde du rayon bleu, divisé par la largeur de la tâche, ou bien la largeur de la fente. Et on a dit que, ou bien je vais prendre tout ça. 2 fois D divisé par A, ce sont des constantes. Donc on a utilisé les mêmes constantes. Pour les deux expériences, on a utilisé les mêmes paramètres pour la largeur de la fente A et aussi pour la distance D. Et donc je vais la noter, par exemple, je vais la noter une constante, par exemple K. Donc K, c'est 2D divisé par A. Donc j'aurai quoi? J'aurai la largeur de la tâche centrale du rouge égale à K fois la longueur du rouge. Et de même, la largeur de la tâche centrale du bleu égale à K fois la longueur d'onde du rayon bleu. Et donc, les deux sont proportionnels. Donc, la largeur de la tâche centrale est proportionnelle à la longueur d'onde. Et sachant que lambda du rouge égale 637,5 nanomètres. Et lambda du bleu égale à 450 nanomètres. Donc, la longueur d'onde du rouge, elle est supérieure à la longueur d'onde du bleu. Je vais utiliser ces deux expressions. Je vais multiplier les deux par K. Je vais multiplier par K, ici par K. K, c'est une constante positive. Et donc, cela représente quoi? Il représente la largeur LR. Donc, c'est la largeur de la tâche centrale du rouge. Et cela représente quoi? Il représente la largeur
de la tâche centrale du rayon bleu. Et voilà, j'arrive à la comparaison entre la largeur LR et la largeur LP et j'obtiens que la largeur de la tâche centrale du rayon rouge est supérieure à la largeur de la tâche centrale du rayon bleu. Et voilà la comparaison. Et j'arrive à la fin de cette séance. Bon courage et à bientôt.